Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, la dégradation de la situation au Sahel en raison des attaques terroristes. Au menu des discussions à Paris entre le chef de l'État français Emmanuel Macron et ses homologues du Sahel. Cette rencontre intervient alors que les relations entre la France et le Mali se sont dégradées après le dernier coup d'État à Bamako. La fondation Tony Eloumelou, toujours en première ligne sur la question de l'autonomisation des jeunes Africains. L'organisation vient de sélectionner ses bénéficiaires. 400 000 personnes étaient en lice cette année. Pour le réseau des entrepreneurs africains, le continent doit mettre en place les dispositifs nécessaires afin de pouvoir saisir les avantages que présente le marché de libre-échange continental. Saïf al-Islam Kadhafi, candidat à l'élection présidentielle. Le fils de l'ancien président libyen Muammar Kadhafi a présenté dimanche 14 novembre sa candidature officielle au scrutin prévu le 24 décembre, un mois avant les législatives. Saïf al-Islam, âgé de 49 ans, est toujours recherché par la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. S'est présenté à l'antenne de la commission électorale à Sebha, l'un des 3 centres autorisés avec Tripoli et Benghazi. Ces élections, vous le savez, sont censées tourner la page d'une décennie de chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi, tué en 2011. Le président français Emmanuel Macron a reçu vendredi 12 novembre ses homologues burkinabés Roch Marc Christian Kaboré, tchadien Mahamat Idriss Déby et nigérien Mohamed Bazoum. Une réunion qui s'est tenue en marge du forum pour la paix et de la conférence internationale pour la Libye. Cette rencontre avec les présidents du G5 Sahel s'inscrit dans un contexte de déstabilisation de la région. Amenedji. Paris compte d'ici 2023 réduire ses effectifs militaires à près de 2500 ou 3000 soldats contre 5000 actuellement dans le Sahel. La décision a été prise par le président français Emmanuel Macron qui a reçu ses homologues burkinabés Roch Marc Christian Kaboré, nigérien Mohamed Bazoum et le président du conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby en absence du Mali et de la Mauritanie. Il faut rappeler que Emmanuel Macron, je crois qu'au mois de juillet, avait donc était assez préoccupé par les putschs répétitifs au Mali et il a même dit qu'il en avait une sorte de défiance vis-à-vis de la réalité politique au Mali. Je pense que ceci a inspiré le retrait. Et puis il y a aussi la question du Tchad où il y a un coup de force qui a intervenu. Il faut rappeler que Idriss Déby c'était donc celui qui assurait l'influence française dans le Sahel. On sait qu'il y a 6 mois, Idriss Déby a été tué. La diminution des effectifs et le soutien aux armées nationales intervient dans un contexte où la France et le Niger restent sceptiques face à la volonté de Bamako de nouer des partenariats militaires avec la Russie. C'est la réponse politique, le retrait progressif des troupes françaises dans le Sahel, le Mali qui est confronté dans sa partie nord au djihadisme violent, à devoir donc compter sur la coopération russe, sans compter le fait que Wagner est dans les parages et tout. Je crois qu'il faut tout de suite trouver une sorte de monnaie d'échange ou plutôt d'exutoire à cet état de fait qui soit que les troupes françaises vont être dégraissées au fur et à mesure. Les chefs d'État du G5 Sahel et de la France ont convenu de corriger les insuffisances constatées pour une véritable montée en puissance de la force conjointe. Mais avant, cette lutte engagée contre le terrorisme au Sahel passe par la normalisation de la situation en Libye. La Russie entend continuer à livrer des équipements, des munitions, des armements et à former aussi des officiers maliens. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et son homologue malien Abdoulaye Diop ont réaffirmé jeudi dernier leur volonté de poursuivre la coopération, notamment militaire, entre les deux États. Pour justifier ce rapprochement, les deux pays invoquent le risque terroriste renforcé par le retrait partiel des troupes françaises. Joël Ballot.
Renforcer le partenariat russo-malien sur les questions de défense et de sécurité. Voilà brièvement résumé la rencontre en Russie ce 11 novembre entre Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, et son homologue russe Sergueï Lavrov. En effet, cette rencontre, qui vise à impulser la coopération militaire entre le Mali et la Russie, intervient alors que le retrait partiel des troupes françaises est effectif. Nous sommes là aussi pour pouvoir vraiment trouver les voies et moyens nécessaires de donner une impulsion à cette coopération, surtout sur les questions de défense et de sécurité, parce qu'aujourd'hui, le Mali, en tant qu'État, est en train de se battre pour sa survie, parce que il y a des plans de partition du Mali qui existaient depuis longtemps, et nous souhaitons que le Mali soit mis à l'abri. Abdoulaye Diop a indiqué qu'il s'agit de mettre en avant un partenariat pragmatique, réaliste, qui fera preuve d'efficacité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une aide qui permettra aux Maliens d'assurer leur propre sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale, renforcer la souveraineté du Mali, en plus de trouver une relation gagnant-gagnant sur le plan économique et commercial sans imposition extérieure. Aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir compter sur les appuis que nous avons demandés sur le plan des équipements militaires, mais aussi sur le plan de la formation et de tous les moyens qui permettent aujourd'hui à nos forces de défense et de sécurité d'être les premiers responsables de la sécurité du Mali. Quoique ça, c'est extrêmement important, ça doit être compris par tous que le Mali n'est pas en train de sous-traiter sa sécurité. Le Mali veut avoir les capacités nécessaires pour pouvoir assurer sa sécurité. Ce renforcement militaire russo-malien vient s'ajouter à l'accord militaire du 26 juin 2019, au cours duquel la Russie et le Mali avaient officialisé la signature d'un contrat de défense. À titre de rappel, depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d'attaques terroristes, notamment dans le nord, le centre et le sud du pays. La fondation Tony Elumelu, la plus importante philanthropie africaine engagée pour l'autonomisation des jeunes entrepreneurs. Lancé en décembre 2014, le programme d'entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu se consacre au financement des startups africaines. Et depuis sa première édition, le programme a soutenu des milliers d'entrepreneurs à travers tout le continent. Marie-Raphaël Antolo. Ce sont exactement 4 949 jeunes entrepreneurs africains qui ont bénéficié du programme de formation Tony Elumelu 2021. Cette sélection a été officiellement annoncée le 12 novembre 2021. Ainsi, les jeunes entrepreneurs africains choisis parmi les 54 pays du continent rejoindront l'accord 2021 du programme annuel de la Fondation et recevront par ailleurs un capital d'amorçage de $100 000 et d'opportunités de réseautage pour promouvoir leur entreprise à un public mondial. Today, we will be unveiling nearly 5,000 entrepreneurs from across the continent. Aujourd'hui, nous allons révéler près de 5000 entrepreneurs venus de par les 54 pays du continent. Ils recevront des fonds d'amortissement qui leur permettront de développer leurs activités. Aujourd'hui, nous regardons dans l'écosystème des affaires et évaluons les moyens de subvenir aux besoins primaires des entrepreneurs africains. Cela suppose l'appropriation de l'espace, l'accès aux formations adéquates, aux ressources de toute nature et au financement. Nous travaillons ensemble pour nous assurer que les défis liés à l'inaccessibilité soient résolus pour nos entrepreneurs africains. To dignity and agency, all working together to make sure that the challenge of inaccessibility is solved. Les micro et petites entreprises sont connues comme des acteurs économiques et moteurs du développement des pays africains. Cependant, ces petits business manquent le plus souvent d'accompagnement financier pour survivre. Pour tenter d'y remédier, le 1er janvier de chaque année, la Fondation Tony Elumelu ouvre son portail de candidature aux entrepreneurs africains ayant des entreprises de moins de 5 ans. In 2021, we trained En 2021, nous avons formé 10 fois plus d'entrepreneurs que nous n'en avions formés de 2015 à 2019. Pour cette année en cours, nous allons mettre à disposition de ces jeunes entrepreneurs
une somme de 24 750 000 $. C'est sur la base de leurs idées commerciales innovantes et percutantes que les entrepreneurs retenus ont été sélectionnés selon la Fondation. Conformément à la mission de la Fondation de catalyser l'entrepreneuriat en Afrique, les bénéficiaires sélectionnés seront à la fois des nouvelles startups et des jeunes entreprises existantes à différents stades opérationnels dans différents secteurs selon la Fondation. Le projet avait été lancé par Laurent Gbagbo en 2001, puis s'est enlisé dans les conflits politiques de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du métro d'Abidjan qui devrait normalement être opérationnel d'ici 2025. Le financement est évalué à 1,36 milliard d'euros. Sa construction et sa mise en service est une collaboration avec des entreprises françaises. L'infrastructure devrait s'étaler sur 38 km et desservira près d'une vingtaine de stations, dont les quartiers du Plateau et de Tredjville, lesquels comptent 43% des emplois et 13% de la population abidjanaise. On en vient au partenariat entre le Sénégal et l'Allemagne, une coopération en faveur notamment des petites et moyennes entreprises sénégalaises auxquelles la Banque allemande de développement accorde une partie des 28 milliards de francs CFA inclus dans l'accord conclu avec l'État sénégalais. Amenechi. Le Sénégal et la République fédérale d'Allemagne ont signé des contrats d'aide financière relatifs à la facilité de croissance PME et au projet intégration des énergies renouvelables d'un montant de 28 milliards de francs CFA. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat visant à encourager les réformes nationales et renforcer la résilience face à la pandémie du Covid-19. Il faudra essayer de faire de sorte à ce que l'aide donnée par la République fédérale allemande soit une aide bien répartie et qu'elle ne passe pas dans des mains qui ne savent pas bien s'en servir. Le secteur agricole, le secteur industriel et puis le secteur énergétique pourront en profiter amplement. Par ailleurs, la coopération allemande compte jouer sa partition dans la relance de l'économie nationale sénégalaise, une dynamique qui se traduit par une allocation additionnelle de 92 milliards de francs CFA au titre des nouveaux engagements de 2021 lors des dernières négociations intergouvernementales. Donc le Sénégal, qui a justement un potentiel énergétique solaire très important, pourrait dans ce cadre faire valoir justement son savoir-faire qui commence maintenant à poindre, parce qu'il y a des projets justement dans la région nord du Sénégal qui sont très importants, qui ont vu le jour il y a quelques années. Et donc ça permettra aussi de relancer et d'augmenter les capacités en énergie renouvelable du Sénégal. Selon Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale du Sénégal, la mobilisation effective des engagements financiers globalement reçus ne saurait se faire sans l'engagement des parties prenantes pour une simplification des procédures de planification des projets. Le Business Hub Africa, un regroupement d'entrepreneurs africains, souhaite tirer profit de la ZLEC, la zone de libre-échange africaine. Et pour ce faire, la plateforme ambitionne de lancer le plus gros réseau de producteurs et artisans africains. Un projet qui, sur le long terme, pourrait permettre aux petites entreprises locales d'étendre leurs activités à l'échelle continentale. Reportage signé Thierry Ndassa. À l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine, le besoin et l'urgence de la mise en place d'un réseau d'entrepreneurs africains s'imposent de plus en plus dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est dans ce sillage que naît la première édition du Kutana, qui se tient depuis le 11 novembre à Douala au Cameroun. Une rencontre qui a pour ambition de constituer un réseau de producteurs et artisans africains au sein duquel ces petites et moyennes entreprises pourront se développer en comptant les unes sur les autres. Je suis membre de Business Hub Africa, je consomme que je suis quelqu'un qui est membre de Business Hub Africa, je ne traite qu'avec un membre de Business Hub Africa. Voilà la dynamique. Et le ministère des PME a accepté de nous accompagner là-dessus pour que nous devenions un peu plus solides. Cette initiative, plébiscitée par le ministère camerounais des petites et moyennes entreprises, est considérée comme une opportunité à saisir pour les producteurs locaux présents à cette première édition. Le Kutana Networking est pour eux le meilleur moyen de présenter leur savoir-faire sur la scène continentale. Nous attendons l'échange d'expériences et aussi surtout l'ouverture des nouveaux marchés. Nous espérons beaucoup pouvoir avoir nos produits dans tous les réseaux africains,
dans les surfaces africaines, dans les pays africains, afin que nous sachions valoriser vraiment ce que nous savons faire en tant qu'Africains. Le réseau que constitue le Hub Business Africa est constitué d'entrepreneurs basés dans plus de 10 pays sur le continent africain. Après la première édition qui s'est tenue à Douala au Cameroun, le Hub Business Africa annonce la tenue de la deuxième édition du Kutana en 2022 à N'Djamena au Tchad. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur notre chaîne. L'actualité se poursuit sur Africa 24.